Et un beau reportage de Cécile Sixou. Allons plus loin dans l'entretien avec vous, Éric Anceau. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, maître de conférences à la Sorbonne, vous êtes essayiste, vous publiez Les élites françaises, des Lumières au grand confinement. On va y venir évidemment. D'abord un mot en réaction à ce reportage peut-être. Des élèves de Polytechnique en immersion dans un lycée en Essonne. Ce sont des opérations qui vont quand même au-delà de la communication. Ça existe depuis 10 ans, ça crée du lien. Et ça peut aussi donner envie à des élèves issus de quartiers défavorisés de faire partie de l'élite. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut aussi briser la fracture, peut-être, entre les élites et le peuple? Bonsoir Rebecca Fitoussi, merci de me recevoir. Effectivement, je trouve que c'est une très belle initiative. C'est vraiment gagnant-gagnant. D'une part parce que ça montre à nos élites, le peuple. Tout l'objet de mon livre est de montrer la défiance profonde sur 3 siècles entre ce peuple et ses élites, qui s'est encore accrue ces derniers temps. Et donc, les polytechniciens voient comment on fonctionne dans un lycée de banlieue. Et puis, d'un autre côté, eh bien, nos jeunes, ça peut leur permettre d'éviter d'être défiants vis-à-vis de ces élites. Et ça peut les ouvrir à de nouvelles professions, des professions auxquelles peut-être ils n'auraient jamais pu songer. Et pourquoi pas de futurs polytechniciens parmi eux. Vous l'avez dit, cette défiance vis-à-vis des élites a augmenté depuis quelques temps. C'est quoi? Depuis 2-3 ans, et ce sont les Gilets jaunes qui ont été le paroxysme de cette défiance vis-à-vis des élites? Vous savez, les relations entre le peuple et ses élites, c'est une forme de sinusoïde. Alors, il y a des moments de confiance, mais ils sont très peu nombreux dans notre histoire sur 3 siècles, et bien plutôt des moments de défiance. Alors, la sinusoïde tend vers le haut, et alors vous dites 2-3 ans, moi j'aurais tendance à dire qu'on assiste depuis une trentaine d'années à une véritable défiance. Regardez, sans remonter à une trentaine d'années, depuis Jacques Chirac qui avait été réélu, aucun de nos présidents de la République, depuis Nicolas Sarkozy, n'a réussi à faire un 2e mandat. Alors il est vrai que depuis 3 ans, les choses se sont encore dégradées. Oui. On a eu le mouvement des Gilets jaunes, on a eu la crise de la réforme des retraites, et on a la colère qu'on sent monter du pays par rapport à la gestion de la pandémie actuellement. Comment elle monte cette défiance, et j'ai même envie de dire cette haine, parce que pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est de la haine qu'on a vue contre les élites. Est-ce qu'on n'aime plus nos élites à partir du moment où on les trouve incompétentes, à partir du moment où on se sent trahi? Il y a plusieurs éléments qui jouent. Je crois effectivement qu'il y a l'idée d'incompétence, l'idée que nos élites, désormais, dans le cadre de la mondialisation, dans le cadre d'une Union européenne qui a procédé à certains abandons de souveraineté, n'ont plus la main, en fait, sur les choses, sont impuissantes, comme vous l'avez dit. Il y a également sans doute un sentiment de trahison par rapport à des comportements élitaires. Il y a des conflits d'intérêts. Vous voyez, des hauts fonctionnaires, c'était très rare de voir des préfets ou des sous-préfets jadis qui trempaient dans des affaires de conflits d'intérêts, de corruption, de lobbying. Et nous avons eu au cours des 10 dernières années plusieurs affaires de ce type. Tout ça est amplifié, bien évidemment, par les réseaux sociaux, qui sont extrêmement délétères et qui amènent un emballement du fait de l'anonymat autour de ces élites. Et cet effet d'entraînement joue véritablement à plein. Pour être précis, qu'est-ce qu'on met dans le mot élite? C'est élite intellectuelle, c'est élite financière, c'est élite d'influence? Parce que les Gilets jaunes, souvenez-vous, mettaient un peu tout et n'importe quoi dans les élites. Ils mettaient les dirigeants, les médias, ils mettaient les banquiers, les soi-disant banquiers juifs aussi. C'est un peu fourre-tout, ce terme. Alors, je reviens à l'étymologie dans mon livre du terme élite. Et au Moyen-Âge, en fait, on les définit de 2 façons qui se retrouvent encore aujourd'hui. Les élites, c'est la fine fleur de la société, ce sont ceux qui nous dirigent. Ce sont aussi les experts, les conseillers. Alors, au Moyen-Âge, on les appelait les légistes, du temps de Philippe le Bel. Et puis, c'est également l'élite de chaque groupe social, de chaque corps dans l'ancienne France, aujourd'hui de chaque groupe social. Ces élites sont diverses. D'où le pluriel de mon livre. Le problème, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a une confusion. Alors, plusieurs penseurs américains l'ont montré très tôt, Charles Wright Mills dans les années 1960 par exemple, l'idée qu'on a une super élite, que toutes les élites ne vont plus en faire qu'une. Et c'est un petit peu le sentiment que l'on a, parce que, vous voyez, d'un des lieux de formation de nos élites, c'est l'École nationale d'administration. Quand elle était créée, je dirais recréée, il y en avait une autre avant, par le général de Gaulle en 1946, il s'agissait de créer une haute fonction publique, une technocratie, appelons-la comme elle est, mais qui épaule le pouvoir politique. Et au fil des années, tout particulièrement à partir des années 1970, les énarques ont investi le pouvoir politique
et nous avons eu des hauts fonctionnaires qui ont fait la bascule vers la politique, mais également, c'est ce qu'on constate depuis une quinzaine d'années, la bascule également, le pantouflage vers les entreprises industrielles, vers les grands groupes financiers, avec des allers-retours. Ça peut être bien, ça peut ouvrir nos élites politiques et de la haute fonction publique aux milieux économiques, éviter d'être déconnectés des réalités, mais d'un autre côté, ça peut susciter dans le grand public l'idée d'une défiance. Il doit y avoir des conflits d'intérêts. C'est ce qu'on se dit. Et on y reviendra dans une seconde sur cette question de l'ENA, mais d'abord un mot sur Emmanuel Macron, qui est peut-être l'incarnation même du président de l'élite. Il a pourtant été élu. Donc c'est bizarre, c'est paradoxal. On parle de désamour des Français vis-à-vis de leur élite, mais quand les Français ont élu Emmanuel Macron, ils savaient qu'il avait été banquier, ils savaient qu'il avait été au ministère de l'économie, ils savaient qu'il était une forme de bourgeoisie. Il y a un paradoxe, non ? Il y a un paradoxe. Alors Emmanuel Macron il a mené une campagne que je trouve très intéressante. Il a su se démarquer du fait qu'il était de l'élite. Souvenez-vous du livre qu'il a publié quelques mois avant. Son livre s'appelait Révolution. Et justement, quand on lit son livre, et je l'ai lu pour préparer le mien, eh bien, il remettait en cause les formes de l'élite, justement. Vous avez vu qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, qu'il a un petit peu aiguillonné, il s'agit de détruire, de retransformer l'École nationale d'administration, dont il est lui-même issu. Et il l'a répété, le 25 avril 2019, je pense qu'il faut supprimer l'ENA. Bien évidemment. Il veut aussi modifier cette élite, la formation de cette élite. Bien sûr, et il y a eu la commission Thiriet, qui a remis son rapport à Édouard Philippe en février de cette année. Donc il y a eu beaucoup de choses, si vous voulez, qui ont eu lieu. Et le président Macron a su se démarquer du milieu dont il était originaire, donner ce sentiment. J'ajoute qu'il y a eu quand même une conjonction de planètes extraordinaires qui ont amené son élection. Il s'est retrouvé contre Marine Le Pen au deuxième tour et cerise sur le gâteau, dernier élément, il n'est élu que par 1/5 du corps électoral. Donc tous ces éléments ajoutés font qu'effectivement, il est notre président. À ceux qui voudraient se débarrasser des élites, qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Qu'est-ce que l'histoire nous a enseigné ? Que aucune société n'est gouvernée sans élite. Même le marxisme, le marxiste disait il y aura une lutte des classes, il y aura une dictature du prolétariat, et à la fin des fins, nous aurons une société communiste sans élite. Qu'a-t-on constaté dans les pays qui se sont adonnés au communisme ? Citons l'URSS, les pays du bloc de l'Est, une nomenclatura se constitue. Donc il y a bien une forme d'élite qui existe. Vous évoquiez tout à l'heure le mouvement des Gilets jaunes, très anti-élite. Regardez les leaders des Gilets jaunes. À qui pensaient-ils ? Ils évoquaient le général de Villiers, par exemple, et ils se sont fait un héros de Didier Raoult, le fameux médecin marseillais. Donc c'est bien faire appel à une élite pour se gouverner, parce qu'on a le sentiment, si vous voulez, que toute société a besoin d'être gouvernée par une élite. En revanche, est-ce que le peuple a raison d'être exigeant vis-à-vis de ces élites ? Des élites en échec, c'est aussi un danger. Et là, je pense à Marc Bloch, évidemment que vous connaissez, historien, qui avait écrit L'étrange défaite, où là, il avait pointé l'immense défaillance des élites. Et face au nazisme, je reprécise pour nos téléspectateurs. Oui. Donc on a raison aussi d'être exigeante vis-à-vis de ces élites. Ah, bien évidemment, les élites ont un devoir de réussite, de performance dans ce qu'elles font, d'exemplarité dans leur attitude. Vous évoquez Marc Bloch, c'est un livre un petit peu séminal. C'est le livre qui m'a inspiré justement pour faire le mien, L'étrange défaite, à la suite de la défaite de 40. Et vous savez, les guerres 1870 ou 1940, comme le disait Parménide dans l'Antiquité, c'est le juge suprême. C'est ce qui va permettre de jauger, de juger son élite. On n'a pas été déçus en 1870, on n'a pas été en 40. Et le jugement de Marc Bloch était très sévère, puisqu'il incriminait l'élite politique, mais l'élite militaire également, et également l'élite intellectuelle. Donc toutes les élites étaient à l'époque responsables de la défaite. Et donc venue s'ajouter, vous l'avez un petit peu dit, une crise sanitaire historique, et avec elle l'apparition d'une grogne anti-élite médicale et scientifique. Est-ce que ça, c'est un peu nouveau ? Alors c'est nouveau, et ce qui est nouveau, alors ça revient périodiquement, c'est ce recours à l'expert. Dans les périodes de crise, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose de fiable, et on avait le sentiment que les médecins allaient nous apporter la vérité et nous permettre de sortir de la crise. Or, qu'avons-nous Parce qu'on est un pays cartésien aussi ? Aussi, c'est normal. Évidemment, tout à fait. Ça joue, je pense, vous avez parfaitement raison, à plein. Et qu'est-ce qu'on a vu dès le début de cette crise ? Le corps médical complètement divisé, ces affaires peut-être de lobbying, je ne sais pas, je demande
m'en mêle pas, je ne suis pas moi-même médecin, mais je regarde ça d'un petit peu haut, mais de lobbying médicaux de laboratoires pharmaceutiques, l'émergence, on l'évoquait tout à l'heure, de Didier Raoult, qui est très intéressant pour mon sujet, parce qu'en plus, donc il est médecin, il s'oppose aux élites parisiennes qui ne cessent de critiquer, et il est lui-même marseillais, et c'est donc le Sud contre le Nord, et c'est quelque chose qu'on a vu très fréquemment dans notre histoire, les provinces se rebeller contre un jacobino bonapartiste centralisateur qui gouverne la France depuis Paris. Donc si vous voulez, avec lui on joue à plat. Et on a vu qu'il commettait aussi des erreurs, puisqu'il nous annonçait que déjà il nous disait que c'était une grippette au début, faut pas l'oublier, et il nous annonçait que la deuxième vague serait minime, qu'il y aurait très peu de morts. Or on voit qu'il y en a beaucoup. Est-ce que cette défiance vis-à-vis des élites scientifiques, cette fois, peut aussi quand même avoir des conséquences fortes? Je pense on parle de l'arrivée d'un vaccin, l'arrivée prochaine d'un vaccin, peut-être à terme aussi de traitement. Est-ce que cette défiance vis-à-vis de l'élite scientifique ne risque pas de provoquer du refus du vaccin, du refus du traitement? C'est dangereux de se méfier aussi de ces experts scientifiques? Bien sûr, alors ce refus de vaccin, c'est une des caractéristiques qu'on retrouve dans nos grandes démocraties occidentales, qui n'est d'ailleurs pas propre à la France. Vous avez des députés, je pense à Michel Rivasi, Europe Écologie Les Verts, mais d'autres députés également qui disent que le vaccin peut être dangereux. Là, on est un petit peu dans l'inconnu avec ce vaccin. On va voir, je ne suis pas devin, l'historien n'est pas confident de la providence. Je ne sais pas ce qu'il va advenir, mais je dirais la méfiance est salutaire. Il faut se méfier, je dirais, sainement, regarder les choses comme elles se passent. Alors, ce qui accroît la défiance, c'est l'actualité toute récente. Vous avez vu ce film Hold Up, qui a connu un énorme succès sur les réseaux sociaux, qui vient d'être interdit. Et du coup, à mon avis... Documentaire anti-élite, non? Anti-élite, s'il en est. C'est ça. Qui vient d'être interdit sur les réseaux sociaux, sur des plateformes publiques. Et le risque, c'est que ça renforce encore le complotisme. On nous interdit ce documentaire. Déjà, il n'a pas pu être diffusé sur les chaînes. Maintenant, on le refuse sur les plateformes. C'est qu'il doit y avoir quelque chose de louche. Cette crise sanitaire montre aussi qu'il y a des élites qui souffrent plus ou moins des conséquences de la crise Covid. Il y a ceux qui ont pu se confiner dans leur maison de campagne ou au bord de la mer, et puis il y a ceux qui sont confinés dans leur petit logement. Là aussi, on a vu un décalage énorme entre, alors le mot est gênant, mais les élites et le peuple. Exactement, exactement. Alors là, je suis sur un plateau public, je ne peux pas vous confier tout ce qui m'a été dit dans les sphères gouvernementales, au sommet. Ah non, je ne donnerai pas de nom. Simplement, si vous voulez, je sais qu'un certain nombre de nos hauts fonctionnaires ont été défaillants pendant le grand confinement, celui du printemps, qu'ils se sont fait porter pâle au pic de la pandémie. Donc oui, c'est très très grave. C'est exactement ce qu'on retrouvait et que j'évoquais tout à l'heure en 1870 et en 1940, lorsque notre président a comparé la pandémie actuelle avec une guerre. C'est différent d'une guerre, c'est très clair, mais il y a des points de similitude. C'est la réaction des élites et la réaction du peuple par rapport à l'attitude des élites. Et cette faillite d'une partie de la haute fonction publique, me semble-t-il, est très représentative de ce phénomène. Est-ce que cette défiance contre les élites est particulièrement française? Est-ce que c'est typiquement français? Et si oui, comment on l'explique? Alors je dirais, quand on remonte un petit peu dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a une ambivalence. Ce sont les étrangers, je crois, qui l'analysent le mieux, et peut-être les historiens. Il y a une forme de schizophrénie française. C'est ce que Ezra Suleiman avait montré dans le politologue américain dans un livre paru en 2008. C'est-à-dire que les Français, si vous voulez, ont besoin de verticalité, d'autorité. Ils ne se sont peut-être jamais remis du fait d'avoir décapité le roi Louis XVI en janvier 1793. Et en même temps, il y a cette soif d'égalité. Nous n'aimons pas les têtes qui dépassent. Et donc, on est perpétuellement dans cette ambivalence. Alors oui, il y a une spécificité française. Moi, ce qui me frappe, c'est lorsque je regarde, vous savez, les sondages comme ceux de Gallup, d'Ipsos, ou plus récemment, au moment de la pandémie, YouGov avait fait une grande étude internationale et on voyait que les Français étaient les plus défiants de toutes les grandes démocraties occidentales à l'égard de leurs élites. Or, nos élites ont sans doute très mal géré la pandémie, nous en sommes d'accord, mais il y a eu pire. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, au Brésil. Et pourtant, les Brésiliens, les Britanniques et les Américains étaient moins défiants que ne l'étaient les Français à l'égard de leurs élites. Donc, vous voyez, il y a une forme de récurrence. Ça vient de loin. C'est peut-être aussi pour cela, vous disiez, a priori, tous les présidents ont été issus d'une forme d'élite ces dernières années. François Hollande a essayé de jouer la carte non-élite, puisqu'il s'est dit, pendant sa campagne, président normal. C'est aussi parce qu'il avait peut-être compris cela, que les Français n'aimaient pas vraiment l'élite, donc il fallait jouer la normalité. C'est comme ça qu'il l'a emporté? Alors, je crois surtout que François Hollande s'est positionné par rapport à son
prédécesseur qui lui était l'hyper-président. Donc si vous voulez, on a pris le contre-pied. Lorsque François Hollande voulait se démarquer de l'élite, je ris doucement parce que lui-même est énarque, je crois qu'il a fait aussi HEC, donc il remplit toutes les cases. C'est davantage Nicolas Sarkozy, pour le coup, qui se démarquait de l'élite, car lui n'a pas fait l'ENA, il s'en vantait d'ailleurs, et il a pris un Premier ministre pendant tout son quinquennat, François Fillon, qui dénotait également, lui-même n'ayant pas fait l'ENA. Donc c'est plutôt dans ce quinquennat-là qu'il faut chercher, je dirais, des éléments novateurs par rapport à l'élite. Proche du peuple. Nicolas Sarkozy, plus proche du peuple. Oui, alors est-ce que c'était joué, est-ce que c'était même surjoué? Sans doute. Je pense davantage. Et pourtant, il a fêté sa victoire au Fouquet's. Exactement, mais parce qu'il y avait plus élitiste. C'est vrai, mais il n'y avait pas de tabou chez lui. Il aurait peut-être dû faire attention. Et puis il y a eu l'épisode, vous vous en souvenez aussi, du yacht de Bolloré. Donc voilà, il n'y avait pas de tabou chez lui. Il aurait peut-être dû faire attention et se retenir davantage. Vous l'avez remarqué, on est aussi en plein débat sur une opposition entre les grands et les petits commerçants. On est en plein dedans. Les géants d'Internet versus les petits commerces physiques. Est-ce que cette diabolisation d'Amazon, par exemple, qu'on entend, relève aussi de cette même logique anti-élite, anti-ceux qui y arrivent mieux, qui gagnent mieux, qui gagnent plus? Amazon versus les petits commerçants, c'est comme les élites versus le peuple? Ah oui, tout à fait. Alors je suis très sensibilisé à cette polémique. Il y a les petits commerçants et puis il se trouve que vous avez évoqué mon livre, il vient de sortir il y a un mois. Ce que vivent actuellement nos libraires est parfaitement ubuesque. Et là, il y a une gestion, me semble-t-il, de la crise qui est totalement illisible et qui va accroître encore la défiance du peuple. Alors effectivement, bien évidemment, s'ajoute le fait que Amazon, c'est le géant américain. Quand vous regardez les plateformes en ligne, alors de mémoire, je vous cite ça, Amazon, c'est 1/5 du e-commerce. La Fnac arrive en 2e ou 3e position, mais très loin derrière à 3%. Cependant, c'est quand même ambivalent parce qu'il ne faut pas oublier qu'Amazon emploie 10 à 12 000 personnes en France, donc ça fait vivre du monde. Et puis, il faut penser à toutes ces zones blanches, ces zones enclavées, ces zones rurales qui n'ont pas ces petits libraires. Et d'une certaine façon, Amazon leur permet d'accéder à cette culture, à ces livres. Donc, je crois qu'il faut être mesuré, pondéré sur ces questions-là. Mais Amazon, c'est américain et ça vient d'un pays où, pour le coup, peut-être qu'on a moins de défiance vis-à-vis des élites et qu'on n'a pas honte de réussir, d'être riche et d'y arriver. Ah non, c'est dans la culture anglo-saxonne, britannique et américaine, bien évidemment. Il n'y a pas cette défiance à l'égard des élites. Alors, la situation actuelle est un peu particulière parce qu'on a le président Trump qui en a beaucoup joué. Il était élite puissance 10 puisqu'il était fils d'eux et c'est grâce à son père qu'il a en partie fait fortune et pu devenir milliardaire, mais en se démarquant dans sa campagne des élites. C'est un populisme là très affirmé. Et les Américains ont été séduits par cela. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a pas la défiance que nous avons, c'est très clair, vis-à-vis de nos élites, tant politiques qu'économiques. Merci infiniment, Éric Anseau, d'avoir été avec nous et de nous avoir livré ces informations. Je rappelle le titre de ce livre, Les élites françaises, des lumières au grand confinement, paru donc il y a environ un mois, et qu'on peut se procurer donc par le click and collect ou, faut pas le dire, mais via sûrement quelques plateformes. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi à 18h et à 22h30 pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Demain, 7h30, vous retrouvez Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevra Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.